Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, la présidence du FPI divise ses militants. D'un côté, les partisans de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et de l'autre, ceux de l'ex-premier ministre Pascal Affi N'Guessan, actuel président de la formation. Plaidoyer pour une alternance politique au Gabon pour l'opposition en conclave depuis jeudi dernier à Paris. L'heure est au bilan et puis la Banque mondiale va aider la Guinée à atteindre le cas zéro dans la lutte contre le virus Ebola. La mise en place d'un plan renforcé de riposte a été annoncée. Dissension au Front populaire ivoirien autour de la candidature de Laurent Gbagbo. L'actuel président du parti, Pascal Affi N'Guessan, a assigné des militants en justice ce vendredi pour annuler la candidature de l'ancien président ivoirien détenu à La Haye à la tête du parti. Aminata Diak. Le schisme à l'intérieur du Front populaire ivoirien se dessine. Deux camps s'affrontent. Le premier soutient la candidature de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, actuellement emprisonné à La Haye à la présidence du parti. Le second se range derrière Pascal Affi N'Guessan qui dirige le FPI depuis 2011. Ce dernier a assigné en justice le comité de contrôle du parti pour annuler la candidature de l'ex-chef de l'État. Ce comité avait validé fin novembre les candidatures de Laurent Gbagbo et d'Affi N'Guessan malgré les réclamations de ce dernier dans une lettre déjà apportée par huissier aux instances du parti. Un huissier s'est rendu au siège du FPI vendredi après-midi pour nous apporter une assignation en justice émanant du président Affi contre les membres du comité de contrôle. Il saisit la justice nationale pour invalider la décision du comité. Je n'apprécie pas. Une telle action judiciaire souligne les divisions assez profondes que traverse le FPI. Pour certains observateurs, les dissensions au sein du FPI sont loin d'être terminées et seul l'ancien président Laurent Gbagbo pourrait apaiser les esprits. On est en train d'atteindre le point de non-retour et il y a une seule personne qui peut régler ce problème-là. Si les responsables et les présidents du FPI ne veulent pas que la justice s'en mêle, et cette personne-là, c'est finalement Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de militants, une partie des militants qui exploitent son nom, qui disent qu'il est candidat, et Affi N'Guessan et ses partisans disent qu'il n'est pas candidat. Lorsque Laurent Gbagbo aura dit une parole claire pour dire oui, je suis candidat à Affi N'Guessan, et si en ce moment-là, Affi N'Guessan l'affronte, on dira oui, il y a problème. Mais aujourd'hui, aucun indice ne permet de façon indiscutable à Affi N'Guessan d'être convaincu que Laurent Gbagbo est candidat. Selon Alphonse Douati, 80% des votants soutiendront Laurent Gbagbo au prochain congrès prévu du 12 au 14 décembre 2014. Une déclaration qui s'appuie sur l'expérience du parti qui a continué à fonctionner malgré la mise aux arrêts de Pascal Affi N'Guessan pendant 2 ans et la détention de Laurent Gbagbo à La Haye suite à la crise post-électorale de 2010-2011. Et parallèlement, des dissensions s'annoncent également au sein du PDCI, alors que le leader du parti, Henri Konan Bédié, s'était prononcé en septembre pour un ralliement à un candidat unique en la personne d'Alassane Ouattara lors de la prochaine élection présidentielle. 2 membres du parti se sont déclarés candidats à l'élection au nom du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ce vendredi. Il s'agit de l'ancien ministre Essi Amara et de Kouadio Konan Bertin. Un premier anniversaire dans la communion. L'Afrique du Sud a rendu hommage ce vendredi à Nelson Mandela, premier président noir et héros de la lutte anti-apartheid, décédé le 5 décembre 2013, une journée placée sous le signe du recueillement. Marina Vanier. Un an jour pour jour après la disparition de Nelson Mandela, l'heure est au recueillement. Le 5 décembre 2013, Madiba nous quittait à 95 ans, laissant tout un continent dans l'émoi. Il avait consacré sa vie à la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Le 10 mai 1994, il devenait le premier président élu démocratiquement de la République sud-africaine. Le pays lui rend hommage à travers plusieurs manifestations et rassemblements. En Afrique du Sud, oui, il y a des commémorations. D'ailleurs, je crois qu'on avait demandé à ce qu'on fasse 5 minutes de bruit pour cette commémoration. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, donc la fondation Nelson Mandela sur Facebook nous rappelle quasiment toutes les heures son histoire, nous cite certaines de ses citations.
qui ont marqué son époque et qui finalement marquent encore notre époque au point qu'on se dit que aujourd'hui il nous manque un Nelson Mandela. Ce vendredi 5 décembre 2014, des millions de Sud-Africains ont été appelés à commémorer dans la musique. Le pays est invité à observer 6 minutes et 7 secondes de bruit et de silence en hommage à Madiba. Les autorités espèrent pérenniser son héritage au sein de la nouvelle génération. Au sein de l'ANC, c'est des batailles rangées pour l'accession au pouvoir, comme dans n'importe quel parti politique démocratique. Le contexte politique sud-africain suit son cours. Les scandales continuent à polluer l'environnement sud-africain. Donc finalement, il n'y a rien de changé en un an. Et comme je le dis très souvent, il a peut-être disparu du paysage politique définitivement l'année dernière, mais Mandela s'était retiré de la vie politique en 1999. Donc finalement, l'Afrique du Sud a continué à évoluer. Le prix Nobel de la paix avait passé 27 années en prison pour lutter contre la discrimination raciale. Impliqué dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou le sida, Nelson Mandela a été élevé au rang de patrimoine commun de l'humanité. Au Gabon, l'opposition appelle à une alternance politique pacifique. Si les élections ne sont prévues qu'en 2016, les forces démocratiques battent d'ores et déjà le pavé en vue d'une préparation apaisée du scrutin. Marina Vanier. Il faut une alternance politique avant les élections présidentielles de 2016. C'est du moins ce qu'a souhaité Michel Angoundou, membre du mouvement souverainiste du Gabon. Pour l'opposition politique en conclave depuis jeudi à Paris, l'heure est au changement. L'objectif étant d'asseoir de manière définitive une transition au Gabon par la voie démocratique. L'objectif principal, c'est de se débarrasser d'un régime qui est arrivé à la suite d'un coup d'État électoral. C'est de mettre en place des mécanismes pour éviter au Gabon les affres de troubles comme on a connu ailleurs. On veut faire l'économie de certains troubles et c'est pour cela que nous appelons nos compatriotes à s'organiser pour mettre un terme à ce régime, pour mettre un terme à tout le massacre auquel on assiste depuis 2009 et même bien avant. C'est le même système, c'est le système PDG qui est en place depuis 47 ans et les Gabonais n'en peuvent plus. Si l'opposition prévoit la mise en œuvre d'une feuille de route à l'issue du Congrès, elle espère instaurer l'alternance pacifique au Gabon. Nous ne sommes pas du tout dans une logique électorale parce qu'on sait très bien qu'au Gabon, les élections sont une mascarade. Au Gabon, il ne suffit pas de gagner une élection pour prendre le pouvoir et on en a eu la preuve encore en 2009. Nous voulons absolument faire partir Ali Bongo avant 2016 pour que dans un cadre institutionnel plus régulier, des élections puissent se tenir. Le Congrès se poursuit jusqu'au 7 décembre. Selon les organisateurs, plusieurs forces démocratiques et panafricaines sont réunies pour contribuer à la mise en œuvre de la charte. La Banque mondiale s'engage à accompagner la Guinée dans sa lutte contre l'épidémie d'Ebola. L'annonce a été faite par le président de l'institution lors d'un bref séjour mercredi dernier à Conakry. Un plan sera ainsi prochainement mis en place. Objectif, atteindre 0 cas. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant sur place. La Banque mondiale aux côtés de la Guinée pour 0 cas d'Ebola dans le pays. L'institution annonce la mise en place prochainement d'un plan renforcé de riposte à l'épidémie, alors que le virus a entraîné à ce jour la mort de plus de 1200 personnes en Guinée. 16 villes sur les 33 du pays sont touchées contre 23 il y a 2 mois. Même si la tendance de l'évolution de l'épidémie est en baisse, la riposte à Ebola s'intensifie en Guinée. Avec Ebola, nous devons atteindre le point zéro. Nous ne pouvons nous satisfaire de cas restants. C'est pour cela que nous nous sommes entendus sur l'adoption d'un plan intensif pour lutter contre Ebola. Pour arriver à cet objectif, nous avons mis 153 millions de dollars à disposition. Au-delà de cet apport financier, nous allons poursuivre nos efforts dans la remise en route économique de la Guinée. Alors que le pays promettait une solide croissance économique, la Guinée va tomber en récession en 2015, annonce la Banque mondiale. L'institution prévoyait en octobre une croissance robuste de 2%, des efforts du gouvernement aujourd'hui compromis du fait d'Ebola. Malgré la vigilance des acteurs impliqués dans la gestion de la crise sanitaire, le manque de collaboration des personnes en contact avec des malades ou suspects d'Ebola reste une inquiétude pour le président guinéen. Il faut que les Guinéens soient conscients, mais il faut que nous-mêmes nous collaborions, qu'on accepte d'écouter les médecins, qu'on accepte les contacts et qu'on ait moins de résistance pour qu'on finisse le plus tôt possible l'Ebola. À ce jour,
3813 personnes ayant eu des contacts avec des malades suspects d'Ebola sont suivies dans les différents centres de traitement du pays. La grande difficulté reste la forte mobilité de ces personnes suspectées d'Ebola. L'intensification de la stratégie de riposte pourrait aider à contenir l'épidémie qui sévit dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.